Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Info Télévision. Alors, si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307. Alors, aujourd'hui, on va parler de politique. La politique, aujourd'hui, il y a justement cette Assemblée nationale qui a justement désigné son nouveau bureau et beaucoup plus, on va parler de l'opposition et effectivement, nous allons recevoir un membre de l'opposition, mais peut-être même un parti de proposition, comme on le dit assez souvent. Sans plus tarder, nous allons prendre la première rubrique. Alors, comme je vous disais d'entame, surtout restez assis parce qu'on va parler de l'actualité, notamment l'actualité journalière qui a beaucoup concerné l'Assemblée nationale. Alors, vous la connaissez bien, elle fait partie des médias, elle fait partie d'un parti politique quand même qui est très en vue avec son président qui n'est autre que le président Cabral Lebri avec son livre Le fédéralisme communautaire. Alors, nous allons accueillir l'invité. Bonjour Roland de Goïssi. Merci, bonjour. J'allais dire honorable. Hein. Merci. Alors, Madame Odile Pahaï. Voilà, c'est merci. bien, c'est ça. Je vais très bien. Je dis bonjour à vos milliers de téléspectateurs. Je vous remercie de cette invitation que vous m'avez faite pour pouvoir échanger de la vie politique au Cameroun et au PCRN. J'espère que nos échanges pourront satisfaire les milliers de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Ah ben nous aussi on l'espère. Alors Madame Goïssi, on sait que vous êtes bien arrivée à Info TV justement parce que vous avez déjà l'habitude de passer ici. On va parler de politique. Néanmoins, avant de parler de politique, est-ce qu'on peut savoir qui est Roland Goïssi? Parce qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent dans plusieurs pays, ils ne savent pas qui est devant l'écran. Eh bien, évidemment, Roland Goïssi, c'est une modeste femme. Je suis femme au foyer, mère d'enfants. Je suis une femme politique. J'aime bien dire que je suis un entrepreneur politique parce que je fais mes classes en politique. Je suis aujourd'hui, par la force des choses, députée à l'Assemblée nationale du Cameroun. Mais je suis enseignante de profession et psychologue de formation. Je milite au sein du Parti camerounais pour la réconciliation nationale depuis mai 2011 et je suis membre du mouvement, bon je ne vais pas dire mouvement, le mouvement national des consommateurs. Non, je suis présidente du mouvement national des consommateurs, mais on a le mouvement qui précède le PCRN, c'est celui sur la citoyenneté, en fait, qui demande à nos concitoyens de s'inscrire sur les listes électorales. Je suis membre de ce mouvement et je suis la présidente du mouvement national des consommateurs, une association qui promet et défend les droits et intérêts des consommateurs et des producteurs. Voilà un peu globalement qui est Roland Goïssi. Je pense que c'est assez... je me suis présentée, quoi. Merci. Avec toute cette casquette, on ne sait pas par quoi on va commencer. Néanmoins, on va commencer. Vous avez été 11 ans enseignante en zone rurale, c'est bien ça? Bien évidemment, mon premier poste d'affectation était dans le département de la Bumba-Ngoko. Bumba-Ngoko, plus précisément à Yokadouma, dans la région de l'Est. J'ai passé 10 ans dans la région de l'Est et une année dans la région du Centre. Parce que après les 10 ans que j'ai passé à l'Est, une année j'ai été affectée à mon atelier où j'ai commencé à travailler à mon atelier comme enseignante et par la grâce de Dieu ou bien par la force des choses, j'ai été élue députée de la nation et il a fallu que je fasse un choix. Et bien évidemment, j'ai fait le choix de servir le peuple parce que je me suis dit que, étant élue de la nation, j'avais plus une grande tribune pour pouvoir m'exprimer, pour mieux défendre les intérêts des populations. Parce que il faut que je vous dise, Madame Odile, que l'une de mes motivations à entrer en politique, c'était de pouvoir éradiquer ou bien de pouvoir atténuer les injustices dont je faisais face au quotidien. Je me suis dit que le meilleur espace qui s'offrait à moi, c'était la politique et qu'au niveau de la politique, je pouvais mieux défendre les intérêts
des populations, je pouvais les représenter, je pouvais porter leur voix. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans la liste qui a été investie par le président Cabral Libby, que d'ailleurs je vais remercier ici. Et je vais remercier tous mes camarades du parti qui m'ont encadré, qui m'ont soutenu. Je pense ici à Monsieur Félix Niek, qui n'ont cessé de me soutenir dans cette démarche-là, de m'encourager, parce que parfois ça a été difficile, mais je me suis pas découragée parce que toutes ces personnes étaient autour de moi. Je pense ici à Monsieur Okol, je pense ici au docteur Bitouga, je pense ici à Aristide Eko, je pense à plusieurs personnes, je ne vais pas citer tout le monde. Je pense à Anne Figonde, je dis, toutes ces personnes autour de moi m'ont permis de pouvoir mieux m'ancrer dans cette dynamique. Et aujourd'hui, je pense que je continue mon bout de chemin. Je peux dire que nouveau-né, et je fais mon chemin. Je pense que jusqu'ici, je suis ferme sur ce chemin-là. D'accord, vous parlez de nouveau-né, femme sur ce chemin. Aujourd'hui, on parle de 11 ans. On sait que vous êtes enseignante, mais on sait bien que vous êtes aussi au courant de l'actualité avec le mouvement OTS. Bien évidemment. Étant enseignante, quel est le regard que vous portez face à ces revendications? Vous savez, j'ai fait plusieurs publications relatives au mouvement OTS, où j'interpellais le gouvernement quant à la primauté ou bien dans l'exclusivité du regard qui doit être fait vis-à-vis de l'enseignant, parce que l'enseignant c'est le seigneur. Quand on dit seigneur de la craie, c'est celui-là qui donne la vie, c'est celui-là qui modèle, c'est celui-là qui façonne l'être qui doit être à la disposition de l'État. Maintenant, si ce corps crie, si ce corps est en difficulté, quel est la nation, quel est le projet qu'on voudrait pour l'avenir du pays? Les jeunes aujourd'hui, ou bien je veux d'abord commencer par le sommet. On est ministre, on est médecin, on est journaliste, on est militaire, parce qu'on est passé dans le moulage de l'enseignant. Si aujourd'hui cet enseignant vous dit qu'il a passé 10 ans de sa vie à dispenser ce qu'il avait de meilleur en lui, à transmettre ce qu'il avait en lui aux enfants, et qu'il n'a pas la rémunération de ce qu'il est en train de dispenser, parce que l'enseignement est quelque chose de vicieux, c'est qu'il faut actualiser l'enseignement. Vous allez arriver dans une salle de classe avec les enfants aujourd'hui qui sont tellement éveillés. Si vous n'avez pas actualisé vos enseignements, vous serez ridicule devant ces enseignants. Et ça, c'est la recherche. La recherche implique des coûts. La recherche implique un certain nombre de sacrifices. Ces sacrifices doivent être accompagnés avec je vais dire ce qui devrait être accompagné, c'est-à-dire que la compensation, parce qu'il y a nous les enseignants, nous passons des nuits blanches à préparer les cours que nous allons dispenser le lendemain à nos enfants. Nous passons des nuits à chercher, parce que à faire des recherches avec une bibliothèque qui doit être fournie, cela demande un coût. Maintenant, lorsque vous n'avez même pas le minimum pour pouvoir vous prendre en charge. Et je voudrais vous dire qu'il y a des maladies qui émanent de la fonction de l'enseignant. Lorsque vous ne pouvez même pas vous prendre en charge, je ne parle même pas de votre famille. Comment est-ce que vous allez être dans une salle de classe, dispenser les cours de manière sereine, quand vous savez que vous-même, vous avez des difficultés pour pouvoir même vous nourrir, pour pouvoir nourrir vos enfants. Alors, c'est pourquoi j'ai pris sur moi de défendre ce corps, parce que moi-même, je suis enseignante, je sais de quoi je parle. Moi, lorsque j'ai été intégrée à la fonction publique, j'ai passé 48 mois sans salaire, parce que justement, j'avais eu la malchance, comme beaucoup, que mon dossier avait disparu au niveau de mon ministère utilisateur, comme on a l'habitude de dire. Donc, j'ai dû reconstituer un autre dossier, ce qui fait que mes promotionnaires ont dû avoir leur salaire bien avant moi. Mais
je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de difficultés pour pouvoir me déplacer, pour me retrouver dans mon lieu de service. Et parfois, quand j'y allais, j'étais coupée du monde, j'étais coupée de ma famille. Et vous pouvez voir un peu dans quelle inquiétude je pouvais être lorsque je n'arrivais même pas à imaginer que je pourrais un jour rentrer en possession de ce qui me revenait de droit. Donc, c'est une situation assez inquiétante, c'est une situation assez poignante où je me demande souvent que ceux-là qui sont en charge de nous diriger, ceux-là qui sont en charge de nous gouverner, à quoi est-ce qu'ils pensent quand ils se couchent la nuit sur leur lit, Oui. en pensant qu'il y a des enseignants qui ont passé 10, 15, 20 ans, d'autres qui ont des maladies, qui n'arrivent pas à se soigner, On a qui eu le n'ont cas pas de salaire. qui est décédé après. Paix à son âme. Oui. Il a une famille qu'il a laissée. Son seul reproche, c'est d'avoir voulu servir son pays. Donc, je me pose toujours la question de savoir quel genre de rêve font ces responsables lorsqu'ils savent qui est à l'arrière-pays. Parce que globalement, je ne dis pas que ça ne se pose pas dans les métropoles, mais je dis, mais à l'arrière-pays, combien de ces enseignants sont en train de vivre le martyre, parce que là il s'agit du martyr. Parfois ils n'ont même pas où se loger. Parfois ils vivent dans des taudis où ils sont obligés d'allumer le feu le soir pour pouvoir se réchauffer, parce qu'ils sont dans des maisons où il n'y a même pas de porte, il n'y a même pas de fenêtre. Je connais une enseignante qui a vécu dans la zone à Salapumbe. C'est dans la zone de Lambumbe et Goko, où elle était obligée d'allumer le feu pour se réchauffer le soir avec ses enfants. Et elle était enceinte. On a dû l'évacuer sur Yaoundé pour pouvoir mettre au monde son enfant. Donc tout cela, c'est tellement écœurant, ça fait tellement mal. Et que l'on voit des personnes qui vivent, qui ne pensent pas que les enseignants ont aussi le droit de pouvoir rentrer dans leurs droits. Parce que c'est leur droit en réalité. Tout ce qu'ils réclament, c'est leur droit. Ils ne demandent rien de superflu. C'est leur droit et on doit le leur accorder. Le gouvernement camerounais a justement fait suite à cet appel, une réunion de concertation, plusieurs même avec certains syndicats. Et puis nous avons eu la réunion qui s'est déroulée au ministère de la Communication. Quelques jours plus tard, il y a eu quelques dossiers, plus de 1400 dossiers qui ont été traités en 2 jours. Est-ce que quelque part, c'est une mauvaise gestion? Est-ce qu'il aurait forcément fallu que peut-être les enseignants puissent sortir pour revendiquer ce qui leur revient de droit? Mais ça, c'est une question que vous devrez poser à ceux-là qui ont traité les dossiers en 2 jours. Les 1000, vous avez dit les dossiers en 2 jours. Parce que s'ils ont pu traiter ces dossiers en 2 jours, ça veut dire qu'ils avaient la situation entre leurs mains. Ça veut dire qu'ils pouvaient bien résoudre les problèmes. Oui, d'accord. Justement, nous avons eu cette situation en 2 jours qui ont certains ont décrié justement le fait que le gouvernement camerounais a pu quand même réussir à traiter des dossiers en quelques jours, mais qui depuis quelques années ces revendications ont toujours été là, mais qui aujourd'hui a pris de l'ampleur parce qu'on a même le ministère l'éducation de base qui s'est aussi prononcé face à ce mouvement OTS. Vous savez, dans l'organisation, bien la coordination gouvernementale, il y a toujours une feuille de route qui est donnée. Et dans la feuille de route qui est donnée, il y a des priorités. Ce que moi je vais dire, ou bien ce que l'analyse que je fais, c'est que le cas des enseignants n'était pas une priorité pour le gouvernement en place. Parce que si c'était une priorité pour le gouvernement en place, on n'aurait pas attendu que les enseignants grèvent, que le mouvement OTS soit mis en place pour que les pistes de solutions commencent à être trouvées. Encore qu'on se souvient qu'en 2017, il y a eu une grève des enseignants qui avait toujours amené le gouvernement camerounais à penser à des solutions pour sortir de cette crise, mais sauf que ces solutions n'ont jamais eu une concrétisation palpable. Aujourd'hui, je reste toujours sceptique quant aux résolutions ou bien au discours
qu'a donné le ministre de la Communication sur le cas des enseignants. Et moi, je continue à interpeller ou bien à demander aux enseignants de prendre la mesure, l'ampleur, c'est-à-dire que de prendre... Alors pour vous, la grève doit continuer, on doit continuer la grève, les revendications? Tout de gauche, je ne vais pas le dire ainsi, mais je dirais ceci, il faudrait d'abord que les enseignants se rassurent de l'effectivité de ces mesures pour pouvoir arrêter cette grève. Parce qu'on a comme l'impression que le gouvernement se moque de ses enseignants. Parce que l'enseignant, en ce moment, il est vulnérable. Et lorsqu'on est vulnérable, on est susceptible de se plier à tout. Et c'est ce caractère-là où l'on voudrait qu'on ramène un corps comme celui des enseignants à la vulnérabilité. Oui. Je dis non. Il faudrait que le gouvernement, après les annonces qu'ils ont faites, que les actes suivent. D'accord. Alors, ils ont donné un timing. Oui. Il faudrait donc que la première échéance Oui. soit vérifiée. On a parlé de 17 milliards et 1 milliard 800 000 par mois. Tout à fait. Oui. Que cela donc soit vérifié, que cela soit palpable, que les enseignants nous disent que oui, bien évidemment, nous sommes passés à la caisse, voilà ce qui s'est passé. Et là, donc maintenant, on peut commencer à voir comment on peut lever les selon mots vous, quelle grève. pourrait être la porte de sortie? La porte de sortie, les solutions sont au niveau du gouvernement. Que le gouvernement prenne, puisqu'ils ont commencé le dialogue avec les syndicats en question et le mouvement OTS, qui prennent en compte les doléances, pas les doléances plutôt, vraiment je m'excuse du mot doléance, qui prennent en compte les revendications de ce mouvement, que dans ces revendications, que ce qui est humainement faisable soit estimé et qu'il matérialise cela pour que l'on sorte de cette crise-là. Et maintenant, je voudrais pas vous rappeler que nous sommes à la veille des examens officiels. Oui. Et les examens officiels, nos enfants, il faut une solution pour pouvoir rattraper les 2-3 semaines de grève qui ont été faites pour que nos enfants soient à jour. Parce qu'on ne va pas envoyer les enfants aux examens, les enfants qui ne sont pas à jour. Pour qu'on ait des enfants avec des diplômes, je vais dire, quelqu'un me disait des diplômes à une certaine mesure, des diplômes réduits. Parce que lorsqu'on vous parle, que lorsqu'on parle aux délibérations et qu'on attribue un certain nombre de points aux enfants, et après à la délibération, on dise qu'on délibère à 9,50, et que plus tard, on se retrouve avec des enfants qui sont incapables même de pouvoir soutenir un certain nombre de choses. Non, c'est pas de ça qu'on veut. On veut d'une éducation assez... Et cela même permet aussi d'entrer dans les états généraux de l'éducation. Parce que même le contenu... Oui. Des enseignements qui est fait, il faut revoir le contenu des enseignements. Ouais. Parce que nous avons eu, vous avez connu le scandale avec le livre de, je pense, de la classe de 5e, Oui. où on avait introduit certaines images d'homosexualité et tout. Il faudrait même que les contenus dans l'enseignement soient revus. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un laisser-aller et les enseignants, je parlais des enseignants, sont en difficulté de pouvoir dispenser un certain nombre de cours. C'est pourquoi c'est une occasion donc aujourd'hui pour le gouvernement de pouvoir aller dans le fond des choses et de trouver des solutions pérennes. Qu'on ne soit plus toujours en train de vouloir saupoudrer pour vouloir masquer un certain nombre de choses et que 2 ans, 3 ans plus tard, on se retrouve en train de revenir sur les mêmes revendications et qu'on soit toujours en train de vouloir apporter des solutions de saupoudrage. Non, il faudrait qu'on sorte de là, qu'on essaye d'évoluer et qu'on essaye d'aller d'un cran, c'est-à-dire de trouver des solutions pérennes. Ok, d'accord. On va y revenir, mais avant ça, on va vous permettre de souffler un peu avec la question des internautes. Sans plus tarder, nous allons prendre la prochaine rubrique.
Alors, nous sommes de retour avec Nadège Yugang. Bonsoir Nadège. Bonsoir Odile. Allez, bienvenue. Merci. Alors, je te laisse le soin de pouvoir converser avec notre honorable qui est là aujourd'hui. Bonsoir honorable, encore ici. Merci beaucoup. Bienvenue une fois de plus chez nous, chez vous. Merci beaucoup. Comment vous allez? Assez bien. Alors, le principe est simple. Vous répondez par oui ou non aux questions proposées par nos internautes. Bien évidemment, appréciez certaines questions ouvertes. D'accord. D'accord. Il se dit qu'avant votre élection comme député à l'Assemblée nationale, vous avez déserté la fonction publique pour vous consacrer à l'ONG de votre père. Vrai ou faux? Non, faux. Je n'ai jamais déserté la fonction publique puisque j'ai travaillé de manière assidue. Et je pense que mon chef, j'aime bien l'appeler mon boss, peut l'en témoigner. La fonction, l'ONG de mon papa ne m'était pas si contraignante parce que autour de moi, j'ai une équipe assez dynamique, notamment mon vice-président, mon secrétaire, mon chargé de communication, qui s'occupait des choses, qui s'occupe des choses quotidiennes. Et moi, j'avais juste un regard soit de validation ou d'invalidation d'un certain nombre de choses. Donc, je n'avais pas de contraintes assez pointueuses pour dire que je vais déserter la fonction publique. Encore que je n'ai jamais une lettre d'observation ou une quelconque chose qui m'amènerait à déserter la fonction publique. D'accord. Il se dit également que le siège de votre ONG est devenu la permanence parlementaire et ses salariés membres de votre cabinet. Vrai ou faux? Faux. Faux. Le siège de l'ONG actuellement est à Yumabang. On appelle là-bas Kansonel Yumabang. Et la permanence de mon parti, jusqu'à quelques jours, était en Kondongo. Donc j'ai fait la part des choses entre les activités de l'organisation du mouvement national des consommateurs et mon activité parlementaire. D'accord. L'opposition camerounaise est-elle soudée? Bien évidemment, au PCRN, nous sommes soudés. Le PCRN est-il un allié du parti au pouvoir? Non. Non. Nous travaillons pour l'alternance et tous les jours, nous démontrons au peuple que nous travaillons pour l'alternance. Nous sommes entrés en politique pour l'alternance. Nous veillons à ce que notre vision, qui est impulsée par le président, l'honorable Cabral Libi, et notre dynamique puisse, tous les jours qui passent, s'inscrire dans la dynamique de l'alternance. Et je pense que le peuple lucide convient avec moi que nous travaillons pour l'alternance. Nous ne saurons être l'allié de celui que nous voulons remplacer. D'accord. Vrai ou faux, les membres de 11 millions d'inscrits ont été écartés lors des investitures au profit des nouveaux, venus parmi lesquels vous? 11 millions de citoyens. Déjà 11 millions d'inscrits, 11 millions de citoyens. Je dois vous avouer que je suis membre de 11 millions de citoyens. Je suis parmi, je peux dire, les fondi fathers au niveau de la région de l'Est de 11 millions de citoyens. J'ai travaillé là-bas jusqu'à ce que mon président soit candidat à l'élection présidentielle en 2018. Je ne suis pas une inconnue dans ce milieu. Je n'arrive pas. Je ne tombe pas du ciel au Parti camerounais pour la réconciliation nationale. J'ai d'abord travaillé pour 11 millions de citoyens depuis 2017, 2018, 2019 jusqu'en 2020. Il n'y a jamais eu un écartement de quiconque. Parce que je voudrais bien que vous me dites, par exemple, qui est-ce qu'on a écarté, qui a été candidat, qui on l'a écarté au profit de nouveaux. Parce que lors des investitures, qu'est-ce qui s'est passé au PCRN? Il y a eu des candidatures, bien évidemment, de tous ceux qui voulaient, qui postulaient, qui pensaient qu'ils avaient de la capacité de pouvoir briguer à la mandature, à certaines mandatures. Et nous sommes passés à ce qu'on appelle un choix. C'est-à-dire que nous avons fait l'expression de la démocratie. Et c'est ceux-là qui ont brigué plus de voix qui ont été investis. Donc, il n'est nullement pas question dans le Parti camerounais de la réconciliation nationale d'une certaine, je vais dire, favoritisme
Non, c'est le mérite. Tous ceux qui sont aujourd'hui élus de la nation le sont parce qu'ils l'ont mérité. D'accord. Des mauvaises langues disent que 4 députés du PCRN seraient choisis sur la base de leurs avoirs financiers. Que dites-vous à ce sujet? Vous pouvez me citer les 4? C'est la question des internautes, honorables. Bon, là, j'aurais bien voulu que les internautes spécifient les 4 parce que 4 députés, nous sommes à l'Assemblée nationale 5. Si 4, ça veut dire qu'on exclut le président Cabral Libi. Les 4 resteraient moi, l'honorable Biba, l'honorable Ndip, l'honorable Nouran Foster. Alors, l'honorable, moi, je commence par moi. Vous connaissez mon parcours, je suis enseignante de formation, dont je ne gagne pas plus de 300 000 francs le mois. Ce qui fait que nanti, je n'étais pas si nanti. Mais je ne commandais pas aussi, si je peux m'exprimer comme ça, je commandais pas le pain quotidien. Je pouvais me prendre en charge, prendre ma petite famille en charge. Et j'avais mes activités parallèles, parce que généralement on dit il faut avoir plusieurs sources de revenus. J'avais mes petites activités parallèles, notamment ma petite entreprise que j'avais mise en place, qui me permettait d'avoir 2 ou 3 choses qui m'amener à arrondir les fins du mois. Bon, l'honorable Ndip, c'est un assureur de formation, pas très nanti. Il a des revenus modestes. L'honorable Biba, c'est un homme d'affaires. Il n'est pas si nanti que ça. D'accord. Il a aussi des revenus modestes. L'honorable Nouran Foster, c'est une femme d'affaires bien connue. Peut-être l'honorable Nouran Foster, mais je ne pense même pas que elle aurait investi trop de fonds pour être investie. Elle est passée par le canevas que je vous ai présenté tout à l'heure. Elle a présenté sa candidature. Elle a battu campagne à ce niveau de sa base et c'est sa base qui l'a portée pour qu'elle soit investie au niveau du parti, pour qu'elle soit investie pour sa candidature à l'élection législative. D'accord. Vous accusez Eneo pour avoir transformé le quotidien des Camerounais en un enfer. Pourquoi? Bien évidemment. Parce que je pense qu'il n'y a pas un seul Camerounais. Tout à l'heure, là où il y a eu coupure d'énergie, il n'y a pas un seul Camerounais qui ne se plaint pas des vices d'Eneo. Dans d'autres pays, je le dis parce que je suis vice-présidente de l'Union africaine des consommateurs et j'ai souvent l'habitude d'échanger avec mes collègues des autres pays africains. Il y a un cahier de charges qui est donné à Eneo. Et je doute qu'au Cameroun, le cahier de charges de Eneo soit respecté même à 30%. C'est pourquoi je vais demander à rencontrer le directeur général de l'Agence de régulation d'électricité pour qu'il m'en dise un peu plus. Si le cahier de charges donné à Eneo a évolué entre-temps et que les consommateurs n'ont pas été informés. Encore là, c'est une violation de la loi parce que parmi les droits fondamentaux des consommateurs, il y a le droit à l'information. Ça veut dire quoi? Lorsque Eneo va suspendre l'énergie ou bien il doit programmer ses délestages, il doit informer tous ses clients. Ils ont les numéros de téléphone de tous leurs clients. Il doit les informer. Ils ont des méthodes et surtout la méthode qui fait mal, qui fâche tout le monde, c'est la surfacturation. Il faudrait donc que Eneo essaye d'expliquer à ses clients cette méthode de surfacturation, elle prend sa source d'où? Pourquoi cela est fait? Il faudrait bien qu'on sache. Parce qu'il y a des ménages, moi je connais des personnes, j'en ai des plaintes, une trentaine. Des personnes qui vous disent que j'ai souscrit à un abonnement. Quelques mois plus tard, on est venu me suspendre l'énergie en me disant que je suis en fraude. La fraude est constatée par qui? C'est pas Eneo, il est jugé parti, ce qui n'est pas normal. Le gouvernement camerounais n'a-t-il pas sa partition à jouer? Mais l'agence de régulation de l'électricité, c'est le gouvernement. Le minier, c'est le gouvernement. Ils doivent bien nous expliquer un certain nombre. C'est leur responsabilité. Parce que si Eneo continue à se livrer, à faire comme si... Bon, c'est vrai que Eneo a le monopole et qu'il peut décider de faire ce qu'il fait. C'est pourquoi dans ma sortie, j'interpelle le gouvernement à ouvrir ce secteur à la concurrence. Parce que lorsque d'autres opérateurs vont entrer
dans la distribution et la commercialisation de l'énergie, et Neo ne va plus se comporter ainsi. Moi, je me souviens lorsque j'allais à Yokadouma en 2009, on avait une seule agence de transport qui faisait ce tronçon. Alors, vous étiez obligé de subir les soubresauts de cette agence. Mais quelques années plus tard, je crois 4 ans plus tard, lorsque 2 agences sont entrées dans cette ligne, alors ils étaient obligés de revenir vers nous, nous faire la cour, en nous suppliant de repartir là-bas. Et aujourd'hui, cette agence a fermé parce que les gens étaient traumatisés du traitement qui était fait. Je vais vous dire une chose, lorsqu'on est client, on est roi. Parce que lorsqu'on débourse de l'argent pour un service, pour pouvoir s'acquérir un service, ce service doit être rendu proportionnellement à ce qu'on l'on débourse. Parce que cet argent, on ne le vole pas. C'est la sueur de notre front. Pourquoi est-ce que lorsqu'on va acquérir un service, on commence à nous traiter comme un moins que rien? Le client est roi. Ce n'est pas une spécificité camerounaise, c'est dans le monde entier. Et la plupart des opérateurs font des efforts. Et je sais que Eneo, la plupart viennent d'autres pays et ils savent que chez eux, ça ne peut pas se passer ainsi. Pourquoi venir mépriser une maman là-bas à Macaque qui veut juste avoir de l'énergie? Elle souscrit à un abonnement et quelques mois plus tard, vous venez lui dire qu'elle est en fraude. Est-ce qu'elles connaissent comment ça se passe pour poser un compteur ou bien pour consommer de l'énergie? D'accord. Et c'est vous qui lui dites qu'elle est en fraude. Est-ce qu'elle a eu son huissier qui est venu lui dire que non, vous êtes en fraude ou pas? Donc il faudrait vraiment que nous laisse ces méthodes-là. Et moi, j'ai dit que le gouvernement doit prendre les dispositions idoines pour que les Camerounais ne soient plus en train de se plaindre de ce genre de comportement. Honorable, l'adhésion massive des femmes en politique peut-elle changer la donne? Bien évidemment, puisque l'un des principes de la démocratie, c'est la représentativité. Plus on est nombreux, plus on a la certitude que les choses peuvent changer. Plus les femmes s'intéresseraient à la politique, plus les choses changeraient à leur faveur. Pourquoi dites-vous que la diaspora du PCRN n'est pas radicale au Cameroun? Mais puisque la diaspora du PCRN n'est pas radicale. Qu'est-ce que vous attendez de la diaspora? De la diaspora, nous attendons de la diaspora qu'elle vienne travailler pour accompagner les efforts qui sont faits localement. Comme dans d'autres pays, la diaspora contribue énormément à l'essor économique, social et culturel de leur pays. Nous attendons aussi que notre diaspora fasse autant, mais il faut quand même avouer que au niveau local, on a certaines lourdeurs et certaines pesanteurs qui découragent beaucoup notre diaspora. C'est pourquoi, étant membre du réseau parlementaire pour la diaspora, nous essayons de faire un certain nombre de plaidoyers auprès du gouvernement pour qu'on allège beaucoup de lourdeurs et de lenteurs administratives, d'incongruités, pour encourager la diaspora de revenir vers le pays. Parce qu'en réalité, lorsque nous allons vers elle, cette diaspora, et vous ne trouverez pas un Camerounais, vraiment un Camerounais, qui ne voudrait pas travailler pour l'émergence de son pays. Mais maintenant, il y a un certain nombre d'incongruités, un certain nombre de difficultés qui les découragent fortement. D'accord. Que pensez-vous de la situation des Camerounais abandonnés en Ukraine? Je pense qu'il y a un communiqué du ministre des Relations extérieures qui précisait que les Camerounais n'étaient pas abandonnés et que c'était des mauvaises langues qui insinuaient que le gouvernement avait pris un certain nombre de dispositions pour pouvoir encadrer les Camerounais. Mais jusqu'ici, je ne sais pas, peut-être je ne suis pas au parfum de l'information, je peux peut-être me tromper, mais jusqu'ici, je n'ai pas eu des Camerounais en Ukraine qui se seraient plaints du fait qu'ils soient abandonnés là-bas à cause de la guerre qui sévit en ce moment. Mais si cela est établi, il faudra bien que le gouvernement, parce que c'est à lui de pouvoir garantir la sécurité de nos compatriotes qui sont de ce côté, d'agir de manière efficiente.
D'accord. La coalition des partis de l'opposition est-elle bénéfique pour un changement? Bien évidemment, la coalition des partis politiques est un bénéfice. Toute coalition a toujours un côté bénéfice. Mais je pense que la coalition au niveau du Parlement ou bien au niveau global. D'abord, global. Et ensuite au niveau du Parlement. Bien évidemment, généralement, il y a un adage qui dit qu'ensemble, on va plus loin. Et je pense que c'est de bon ton que l'opposition au Cameroun puisse se mettre ensemble pour pouvoir renverser le géant qui est en face de nous, qui est le parti au pouvoir. Et au niveau du Parlement? Au niveau du Parlement, nous avons amorcé une dynamique. Nous avons introduit la constitution d'un groupe parlementaire en conformité avec le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et nous avons bonne foi ou bien bonne espérance que la loi sera lue et la loi sera dite et que notre groupe parlementaire verra le jour dans les prochaines semaines ou bien la semaine prochaine, puisque le bureau a été élu aujourd'hui et qu'il revient donc à ce bureau de pouvoir mettre en place ce groupe parlementaire, la constitution de ce groupe parlementaire qui a été introduit la semaine dernière. D'accord. Pour sortir, Samuel Eto'o, un espoir pour le changement du football? Bien évidemment, Samuel Eto'o est un espoir pour le changement du football parce que c'est déjà quelqu'un qui est du domaine. Et après son élection, nous avons vu comment il a commencé à se déployer parce que c'est quelqu'un qui travaille pour d'abord l'union, c'est-à-dire qu'il voudrait unir un certain nombre d'énergies autour de lui et maintenant il travaille pour la réconciliation aussi. Bien qu'il ne soit pas de notre parti politique, mais il a quand même une démarche qui n'est pas très différente de la nôtre. Unir les Camerounais, maintenant les réconcilier pour pouvoir donc implémenter sa vision. Donc pour moi, c'est the right man of the right place. C'est ce qu'on dit, je pense bien. Honorable Ngoïsi, merci d'avoir répondu aux questions proposées par nos internautes. C'est moi qui vous remercie. Et je remercie ces internautes pour leurs questions. Merci Nadège d'avoir pu entretenir l'honorable déjà, notamment concernant les questions, les préoccupations des internautes. On va te laisser partir. Tu passes un bon week-end. Bon week-end, Odile. Ok. Sans plus tarder, on va prendre la prochaine rubrique. Alors, nous sommes de retour donc à vous la parole avec l'honorable Ngoïsi qui déjà est très engagé avec les questions des internautes et puis là on va parler entre elle et moi. Alors, Madame Honorable, on parle aujourd'hui de ce groupe parlementaire Union pour le changement qui comporte 16 députés. Aujourd'hui, nous avons quand même fait suite à la nomination, déjà l'élection du bureau au Parlement. On a eu justement le président Kavaï qui a été réélu avec le président du Sénat. Aujourd'hui, il y a justement cette polémique avec justement son challenger qui n'était autre que Monsieur Nietzsche qui a eu une seule voix sur 161 face à justement 180 députés. Est-ce que vous trouvez que quelque part il n'y a pas amalgame avec justement en parlant d'opposition quand on sait qu'avec l'Union pour le changement compte 4 partis qui sont l'UMS, le SDF, le PCRN justement et l'UDC. Est-ce que quelque part l'opposition n'est pas réellement soudée? Madame Odile, avant de répondre à votre question, je ne sais pas pourquoi vous avez vite évacué les questions d'éducation. On va y revenir parce que là on est déjà à l'Assemblée nationale. Oui, mais justement, il faut qu'on revienne quand même. C'est une priorité. Cette question ne va pas disparaître. Oui, allons-y. C'est une question fondamentale. Allons-y, on est là pour discuter. Voilà. Parce qu'en réalité, tout à l'heure nous avons évacué un certain nombre de choses, mais nous ne sommes pas revenus sur certains fondamentaux. C'est-à-dire que notre éducation au Cameroun est une éducation un peu, je vais dire, méli-mélo. Il faudrait qu'on songe fortement à une éducation de mission.
Une éducation de mission, c'est celle-là qui voudrait que qu'on définisse le type d'homme qu'on voudrait mettre au service de la société. Quel type d'homme aujourd'hui le gouvernement camerounais voudrait mettre au service de la société? C'est ce que propose le PCRN par ailleurs. D'accord. Nous voudrons aussi revenir un peu sur le caractère de décentralisation. Parce que la décentralisation, c'est un mot assez revenu dans l'implémentation de la vision du chef de l'État et entre autres. Mais sauf que sa matérialisation prend du temps. Parce que lorsqu'on parle de décentralisation, on nous a parlé de la fonction publique régionale ou locale. Effectivement. Qui pourrait gérer un certain nombre de choses. Donc nous pensons que si le gouvernement avait pris au sérieux un certain nombre de problèmes, parce qu'aujourd'hui on parle du cas des enseignants, demain on a oublié que le corps médical est en grève, on oublie que la police crie, on oublie que les greffiers ont des 10 ans, ils n'ont pas de prime. Tous ces corps ont des problèmes. Je peux dire que tous les corps ont des problèmes au Cameroun. On nous présente des slogans creux qui n'ont aucun contenu et ça commence à déranger. C'est pourquoi j'insiste sur le caractère de la grève. Cette grève, le mot d'ordre de grève ne peut être levé que si un certain nombre de réalisations est concret. Alors maintenant, pour revenir à votre question, vous avez parlé de la synergie de l'opposition à l'Assemblée nationale. Bien évidemment, la synergie de l'opposition à l'Assemblée nationale ne souffre d'aucun bémol. Parce qu'aujourd'hui, on a assisté à l'élection du bureau parlementaire. Je pense que la dynamique du groupe parlementaire pour le changement est restée cohérente. Nous avons eu des concertations, les 16 députés de l'opposition, et nous avons, lorsque nous sommes entrés pour élire le bureau, nous avons respecté notre mot d'ordre. Donc, pour moi, Quel était le mot d'ordre alors? On aimerait bien savoir. Le mot d'ordre, c'était le bulletin nul. D'accord. On a eu 12 bulletins nuls. On a eu 12 bulletins. En réalité, on devrait avoir 15 bulletins nuls. Oui. Parce qu'on avait un de nôtres qui était absent. Les 3 autres collègues, il y a 2 qui est absent, mais qui n'ont pas laissé de procuration, parce que lorsque vous laissez procuration, c'est là on peut voter pour vous. Il y a 2 qui est absent, qui n'ont pas laissé de procuration, et il y a un qui, pendant le processus de vote, était distrait, donc il n'a pas reçu de bulletin ni d'enveloppe. C'est pourquoi on s'est retrouvé au niveau de l'élection du président de l'Assemblée nationale à 12 voix sur les 15 et au niveau de l'élection du premier vice à 14 voix sur 15, parce que je vous ai dit tantôt qu'on avait des absents. Est-ce que l'honorable Nithieu était au courant de ce mot d'ordre? Bien évidemment, parce que nous avons fait la concertation ensemble ce matin. Il était bien évidemment au courant de ce mot d'ordre. Nous avons été tous édifiés. Et pourquoi il y a une voix quand même qui a été à son avantage? À quel niveau? Même s'il y a eu une voix quand même. C'était la voix, je pense que c'était sa propre voix au niveau de l'élection du président de l'Assemblée. Parce que il faut le dire, au niveau de l'élection du président, du premier vice-président, il n'était plus en salle. Donc au niveau de l'élection du président de l'Assemblée, c'était sa voix. Tout en sachant que le mot d'ordre c'était bulletin nul, mais il s'est quand même voté. Oui. D'accord. Bah écoute, on va lire quelques questions. Bonsoir honorable. Pourquoi l'Union pour le changement n'a pas voté pour Nithieu? Bon voilà, vous avez dit expliquer. Honorable, je n'ai pas bien expliqué. Il faut que je réexplique peut-être. Vous avez la parole, hein. Voilà, ok, d'accord. Je répète ceci. L'Union pour le changement a été pensée pas pour les postes à l'Assemblée nationale. Mais l'Union pour le changement a été pensée pour faire entendre la voix de l'opposition, pour faire entendre la voix du peuple. Cela est né de quoi? Cela est né de la dernière loi de finances
qui a été évacuée comme elle a été évacuée, parce que vous savez bien évidemment que lors de la plénière de la votation de cette loi, l'opposition a été muselée. Nous n'avons pas pu prendre la parole et nous étions obligés de sortir de la salle parce qu'on a estimé qu'on n'avait plus rien à faire. Nous avons introduit des amendements pour pouvoir rectifier un certain nombre de choses de cette loi qui n'ont pas prospéré. C'est pourquoi l'opposition a estimé que dans un groupe parlementaire, parce que la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut que les partis politiques qui siègent à l'Assemblée nationale peuvent constituer un groupe parlementaire qui doit être composé d'au moins 15 députés. Alors nous avons estimé que, étant à 15 députés, nous pouvons donc constituer ce groupe parlementaire qui permettrait à ce que l'on puisse parler, porter haut et avec beaucoup plus d'acuité les problèmes qui se posent au sein du fonctionnement de l'Assemblée nationale et par là la voix du peuple. C'est pourquoi nous avons pensé à cette dynamique qui est l'Union pour le changement. Ce n'était pas pour aller briguer le poste à l'Assemblée nationale. Il faudrait bien qu'on précise cela. Donc aujourd'hui, il était question pour nous, puisque l'opposition ne peut pas être opposition et être en même temps de la majorité présidentielle, nous avons dit à l'entrée de l'élection du bureau aujourd'hui que nous ne voterons pas, nous ne reconnaissons pas ce président de l'Assemblée nationale comme celui qui va nous permettre de pouvoir poser les jalons du changement ou bien de pouvoir porter la voix du peuple au sein de l'auguste chambre de l'Assemblée nationale. L'émission étant interactive, on va toujours lire quelques messages. Honorable, je vous trouve incohérente. Tout à l'heure, vous avez dit que le PCRN veut le changement. Pourquoi n'avez-vous pas voté pour le changement à l'Assemblée nationale? Vous avez préféré soutenir votre ami le vieux Cavaille. En quoi est-ce que nous avons soutenu notre ami le vieux Cavaille? Parce que je dois lui informer que nous avons eu 12 bulletins nuls. Cela veut dire que nous n'avons pas voté pour lui. Et même si il espère que la candidature de l'honorable Nietzsche pourrait, parce que là j'utilise, pourrait prospérer, mais c'est 16 contre 160. C'est 16 contre 160. Ce que moi je voudrais dire à cet internaute, c'est qu'aux prochaines échéances électorales, notamment les élections au niveau de l'Assemblée nationale, que le peuple fasse tout pour envoyer plus de représentants de l'opposition à l'Assemblée nationale pour renverser la tendance. Et c'est donc là où le changement va être impulsé. Parce que tant que notre groupe parlementaire n'est pas constitué, il nous sera difficile de pouvoir impulser un véritable changement. Parce que la majorité obèse du RDPC nous met en difficulté quant à l'évolution d'un certain nombre de choses. J'ai pris par exemple la loi de finances de 2022, avec les 0,2% qu'on applique sur les taxes sur les transferts d'argent, les transferts électroniques et tout. Nous avons recusé cela. Ensemble, on va plus loin, mais vous avez dribblé votre camarade de l'Union pour le changement. Où est donc cette union? Je vais dire une chose, c'est que peut-être il faut faire cette précision. Lorsqu'on est dans une dynamique, on se fixe des objectifs. Si on est candidat à l'élection à la présidence du Parlement camerounais, président de l'Assemblée nationale, je dois d'abord vous dire que le président Cavaille Yégué a rassemblé ses camarades du parti depuis 9h du matin. Nous avons commencé ça pratiquement à midi. Pour leur dire qu'il est le candidat. Il est candidat à l'élection présidentielle à l'Assemblée nationale. Je dis et je répète que nous, jusqu'à ce que l'honorable Nietzsche lève sa main pour être candidat, nous n'étions pas au courant. Et 1 heure avant, nous avons fait notre concertation, nous les 16 de l'opposition. À aucun moment, il a été mentionné sa candidature.
Parce que si sa candidature avait été mentionnée, que nous aurons peut-être pu s'asseoir pour examiner et dire voilà ce que nous allons faire. Ce n'est pas quand même dans la salle que nous découvrons que un des nôtres est candidat à l'élection présidentielle. Et je dois encore préciser que l'Union pour le changement n'a pas été mise en place pour les postes à l'Assemblée nationale. C'est pas ce que nous voulons. Nous avons mis cette dynamique pour pouvoir limiter les dégâts de certaines lois qui viennent causer un certain nombre de dysfonctionnements dans l'évolution de notre pays. C'est pourquoi nous avons créé cette dynamique. C'est pas pour les postes à l'Assemblée. D'accord. Bonsoir, honorable. Pourquoi le gouvernement ne fait pas cas du statut particulier des enseignants? C'est Cédric Paulin depuis Marois. Le gouvernement ne fait pas cas du statut particulier des enseignants parce que le gouvernement, je vais le dire comme ça, est de mauvaise foi. Parce que tous ces ministres et autres aujourd'hui sont passés, la plupart même ce sont des enseignants et beaucoup sont passés par les mains des enseignants. Dans des pays normaux, le statut particulier des enseignants est une priorité. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment déçus, très déçus de voir que le gouvernement ne prête pas une attention assez particulière. Mais ce que je vais dire quand même à cet internaute, à cet téléspectateur, c'est que nous, qui siégeons à l'Assemblée nationale, nous allons veiller, nous allons nous battre pour que l'enseignant ait un statut particulier et un statut particulier qui doit être appliqué et respecté à la lettre. Du peu que nous pouvons, bien évidemment, parce que je dois avouer que nous pouvons avoir la pertinence au niveau de l'éloquence, au niveau des débats que nous allons faire. Oui. Mais lorsque nous avons fini et qu'il faut qu'une loi passe, la majorité finit toujours par l'emporter. Okay. Les enseignants ont raison de gréver car l'État camerounais est rempli de ministres corrompus. Ces gens depuis Pitois. Là, c'est lui qui le dit. D'accord. Alors là, aujourd'hui, on fait suite justement à cette grève des enseignants. On va revenir là-dessus. Aujourd'hui, on cherche une porte de sortie. Mais néanmoins, il y a d'autres corps qui voudraient aussi faire des revendications. Est-ce que n'est-ce pas là, quelque part aussi, une malgouvernance qui est peut-être impactée par cette gestion? C'est pas les questions de malgouvernance au Cameroun, c'est pas actuel, c'est connu depuis de beaucoup d'années. Je vous ai dit tantôt, c'est l'une des causes ou bien c'est l'une des motivations qui nous ont fait nous intéresser à la politique et qui nous amène à pouvoir revendiquer une certaine équité. Bon, même si l'équité est relative, une certaine équité sur la gestion et sur le fonctionnement de notre pays. Les solutions quant aux sorties des crises sont connues. Parce que moi, je continue à m'interroger sur la célérité avec laquelle le ministère de la fonction publique a pu traiter 1000 et poussières de dossiers en 3 jours. C'est-à-dire que je continue à m'interroger sur la célérité. Alors, je me dis, si cela a été possible en 3 jours, mais qu'est-ce qui empêchait ce gouvernement à pouvoir traiter les dossiers de ces enseignants qui aujourd'hui se meurent au jour le jour, parce que beaucoup ayant attrapé des maladies parfois incurables, d'autres en sont morts. On a des vidéos, des femmes qui pleurent. Si ils ont pu résoudre, du moins au niveau du traitement des dossiers en 3 jours, qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on fasse 5, 10, 15 ans pour que les enseignants n'aient pas leur dû? Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps médical pour que une infirmière sortie de l'école intégrée fasse 5, 10, 15 ans sans matricule, sans prise en charge? Mais que voulez-vous lorsqu'elle arrive à l'hôpital? Pourquoi est-ce qu'elle ne va pas voler les médicaments? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la justice? Que les huissiers de justice
accumule les avantages, ils ont des avantages là, les prestations et tout. Les primes. Des primes qui les accumulent au fil des années. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'au niveau de la police, que vous changez de grade, c'est-à-dire que puisque il y a la fonction publique dans ses dispositions permet à un fonctionnaire, par exemple de la police, de changer de grade au bout de quelques années. Mais lorsque vous changez de grade, l'incidence financière doit suivre. J'ai interpellé le ministre des Finances plusieurs fois à l'Assemblée nationale en lui disant les policiers se plaignent. Après, vous allez parler de corruption de policiers. Vous pensez qu'ils vivent comment? Mais permettez-leur au moins d'avoir leur dû avant de vouloir les taxer de corrompus. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il est question pour ce gouvernement. Et moi, j'ai souvent l'habitude de leur dire, franchement, si le gouvernement estime qu'ils ont échoué, mais qu'ils laissent et qu'ils cèdent de la place à ceux-là qui veulent travailler pour ce pays, qui veulent mettre le Cameroun là où il devrait être. Aujourd'hui, le Gabon, je n'ai rien contre le Gabon, mais le Gabon, la Centrafrique même, impulse une dynamique d'innovation. Et le Cameroun reste statu quo. Mais ça fait mal au cœur. Ouais. Bonsoir, Madame Honorable. Quel est le rôle exact de nos parlementaires au Cameroun? Oh là là, c'est une très belle question. Alors, le rôle exact du parlementaire au Cameroun, c'est d'abord de voter les lois à l'Assemblée nationale et deuxièmement, de contrôler l'action du gouvernement. Le vote de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il y a les projets de loi, il y a les propositions de loi. Lorsqu'elles sont validées au niveau de la conférence des présidents, elles passent d'abord par les commissions, ensuite elles viennent en plénière pour un certain nombre d'amendements. Ça, c'est le premier rôle du parlementaire, du député. Et le second, c'est le contrôle de l'action de loi. Parce que les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale sont mises à la disposition du gouvernement qui doit les implémenter. Et donc, pour les implémenter, le parlementaire a le rôle de faire le suivi de l'implémentation de ces lois. C'est-à-dire que qu'est-ce que le gouvernement fait par rapport à telle loi qui a été votée? Qu'est-ce que le gouvernement fait par rapport à telle loi qui a été votée? Est-ce que ces lois, au niveau de leur implémentation, il faut bien évidemment des décrets d'application et autres, est-ce que cela est suivi? Si cela n'est pas suivi, le parlementaire a le rôle soit de demander une enquête parlementaire sur un certain nombre de choses, comme le PCRN a introduit une enquête parlementaire sur ce qu'on va appeler la CAN-GATE, avec l'argent qu'on a mis dans la construction des stades et tout ce qui s'est passé avec la CAN. Le PCRN a introduit justement une enquête parlementaire pour voir plus clair, parce qu'une enquête parlementaire a le rôle de pouvoir comprendre pourquoi un certain nombre de choses s'est passé, pourquoi ça n'a pas marché. Et maintenant, les responsabilités doivent être établies, et lorsque les responsabilités sont établies, il faut que ceux qui sont les contrevenants passent par des sanctions. Nous avons aussi introduit une autre enquête parlementaire sur le mouvement, du moins le mouvement OTS nous a inspiré une autre enquête parlementaire pour comprendre qu'est-ce qui a amené le gouvernement à ce que les enseignants soient à 10 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans sans salaire. Il faudrait bien qu'on nous dise qu'est-ce qui n'a pas marché et que lorsque les responsabilités sont établies, qu'on corrige cela pour que plus tard, cela ne se répète pas. Qu'on corrige. Donc, c'est ça un peu le rôle du parlementaire au Cameroun, du moins du député, parce que le parlementaire, c'est le député et le sénateur. D'accord. Bonsoir, honorable. Selon votre constat sur le terrain, penserez-vous que le parti au pouvoir a-t-il besoin des autres partis pour faire avancer le pays, si bien qu'il refuse le brassage avec vous autres? Bon, vous autres, certainement, c'est l'opposition. Je pense que c'est au parti au pouvoir de répondre à cette question, parce que je me dis que dans un pays démocratique, comme on aime bien le vanter, le Cameroun est un pays démocratique, et une démocratie ne peut vivre que lorsqu'il y a plusieurs acteurs qui viennent apporter un certain nombre
d'idées. Un certain nombre, tout à l'heure, là, en début d'émission, vous avez présenté le PCRN comme un parti de proposition. Oui. Un parti de proposition, pourquoi? Je vais vous le dire, parce que je pense que c'est moi qui ai commencé avec cette dynamique en disant que le PCRN est un parti de proposition, parce qu'en réalité, un parti d'opposition, un parti politique a pour objectif la conquête du pouvoir. Oui. Lorsque on est au pouvoir, on exerce ce pouvoir. Et tant qu'on n'est pas encore au pouvoir, on est un parti d'opposition. Et le PCNN n'est pas un parti radical. C'est un parti qui travaille pour l'alternance, je vous l'ai dit tantôt. Et dans le travail de cette alternance, nous apportons certaines propositions pour améliorer le quotidien des populations, parce que nous sommes soucieux des populations, nous sommes soucieux de l'humain. C'est pourquoi notre leitmotiv, c'est l'homme au centre de nos préoccupations. Nous pensons que l'homme doit d'abord se sentir mieux pour pouvoir faire sortir en lui les énergies positives pour travailler pour l'émergence de son pays. C'est pourquoi nous disons que le parti au pouvoir ne peut pas avoir sur lui de dire qu'ils vont évoluer seuls, parce qu'en réalité, ils ont besoin des partis comme les nôtres pour les aider d'assembler. Mais c'est aussi ça la démocratie, quand même. Ah, bien évidemment, parce que la critique, elle est parfois constructive. Et la critique constructive permet de s'améliorer. Bonsoir à vous en studio, honorable. Bravo à vous de penser aussi à la situation des greffiers au ministère de la Justice. On a un statut spécial qui devrait entrer en vigueur depuis 2012. À ce jour, nous attendons le décret d'application pour la grille salariale. Yvan depuis Bafoussam. Bien évidemment, c'est une question orale que j'ai introduit à l'Assemblée nationale pour questionner le ministre de la Justice, pour qu'il essaye de nous expliquer au niveau de la chambre basse du Parlement qu'est-ce qui ne va pas avec ce décret d'application et qu'est-ce qui empêche à ce que les incidents de ce décret d'application puissent être palpables. Donc, j'ai ce dossier, j'ai été interpellée par plusieurs huissiers de justice qui m'ont vraiment fait part de cette incongruité, et je pense que j'attends que le ministre de la Justice vienne s'expliquer au niveau de la chambre basse, et par ailleurs, nous allons lui faire un certain nombre de propositions et nous allons veiller à ce que cela soit effectif. Bonsoir, honorable. Quoi que vous disiez pour la symbolique, il fallait faire bloc sur la candidature, même improvisée de Nietzsche. En ne le votant pas, vous avez envoyé un mauvais message au public par rapport à la sincérité de l'opposition à s'unir. Quel public? Moi, je voudrais bien comprendre quel public. Moi, je vais le dire à cet internaute que je pense qu'il y va avec beaucoup de passion. D'accord. Et la politique et la passion ne font pas généralement bon ménage. Je continue à insister sur le fait que lorsque le président Kavaye Yégué Djibril a été voté à 165 voix, c'est parce qu'il y a eu une discipline. Parce que lorsqu'on veut être sérieux, on doit se donner une certaine discipline. Lorsqu'on veut être sérieux, on devrait être sincère. Je voudrais bien qu'il m'explique que lui, je pense qu'il doit avoir peut-être un foyer, que c'est un homme ou c'est une femme. Que lui et sa femme, ou bien lui et son mari, elle et son mari se concertent pour une ou deux choses. Et lorsqu'ils arrivent devant le monde ou bien le public, que son épouse affiche notre comportement, j'aimerais bien qu'il nous dise comment est-ce qu'il va se comporter. Lorsque on est ensemble, il faudrait qu'on pose des actes de solidarité. Lorsque on estime qu'on n'est pas de la solidarité, qu'on le dise, que moi, je ne serai pas de cette solidarité, voici ce que je vais faire. Et ensemble, on trouve des solutions. En politique, il n'y a pas de piège. En politique, les pièges, ça ne fonctionne pas. D'accord. Si c'était, moi je le dis sans embâche, si c'était une façon de piéger, et moi je l'ai dit même la dernière fois à l'honorable Nietzsche, que lorsque vous avez une action à mener, avisez-nous pour qu'on puisse se préparer, pour qu'on sache comment nous allons réagir. On ne vient pas surprendre des gens devant pour nous dire que on n'a pas été solidaire.
Si nous n'avons pas été solidaires, les 12 n'auraient pas respecté, ou bien les 15 n'auraient pas respecté le mot d'ordre qui avait été dit. Pourquoi est-ce qu'on voit seulement ce que l'honorable Nietzsche a posé? On ne voit pas ce que le reste des députés qui est resté dans le même bloc, soudé, solidaire, a fait? Pourquoi est-ce que c'est seulement ce que l'honorable Nietzsche a fait qui défait la chronique? Pourtant, le reste est resté soudé. On devrait s'interroger. Lorsque vous allez ensemble et qu'un individu s'écarte, mais questionnez l'individu qui s'est écarté, ne questionnez pas ceux qui sont restés en bloc. Ça devient paradoxal. À un moment, on a envie de se demander finalement qu'est-ce qu'on veut. Lorsqu'on va ensemble et qu'une personne sort du groupe, c'est à cette personne de lui demander qu'est-ce qui n'a pas marché pour que tu sortes de la dynamique. Parce que s'il y avait au moins eu 2, 3 personnes qui l'ont suivi, on devait comprendre que nous avons été de mauvaise foi. Alors, sans plus tarder, nous allons souffler avec quelques images qu'on va proposer à l'honorable et elle nous donnera notamment son avis concernant ces personnalités. Alors, on va prendre la première image. On a là Samuel Eto'o, hein, le footballeur. Ah ouais. Samuel Eto'o, c'est une légende. Oui. C'est une légende pour le football camerounais. C'est une légende. Il a pu frayer son chemin. C'est quelqu'un qui inspire beaucoup de jeunes. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, pour le courage, l'abnégation. Et c'est quelqu'un qui est passionné. En fait, il est passionné. Pourquoi? Parce que lorsqu'il se fixe des objectifs, il fait tout pour les atteindre. Et c'est vraiment une inspiration pour nous autres qui sommes en politique. Parce que la politique a besoin de ces traits de caractère dont regorge le goléador Samuel Eto'o. Alors, on va prendre l'image suivante. Lady Ponce. Lady Ponce, c'est... Je pense que s'il y a certaines personnes qui regardent cette émission, ils comprendront. Lady Ponce est une artiste que je respecte beaucoup. C'est une artiste que j'aime énormément. Parce que je pense qu'elle a une inspiration ou bien elle a un talent unique. Lorsque vous écoutez ses mélodies, elle vous transporte. Et je ne voudrais pas m'attarder sur un certain nombre de choses parce que généralement, lorsque on émerge en société, surtout chez nous en Afrique, hein, on est sujet de beaucoup de critiques. Oui. C'est une femme. Et c'est une femme dans tous les sens du terme. Elle représente valablement la culture camerounaise. Je suis une fan, je vais le dire aujourd'hui, je suis une fan de Lady Ponce. J'ai toujours suivi ses mélodies et ces mélodies, elles galvanisent, ces mélodies, elles adoucissent mes mœurs. L'honorable est fan de Lady Ponce. Alors on va prendre l'image suivante. Fatou Diom, l'écrivaine sénégalaise. Ah ça, Fatou Diom, c'est l'incarnation de la femme audacieuse, la femme africaine audacieuse. Vous savez, le Sénégal, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Et elle, je la suis parce qu'elle a pu se démarquer. Parce que vous savez que le Sénégal, c'est une société assez patriarcale. Et l'émergence des femmes chez eux a toujours été impulsée par la volonté des hommes. Donc, pour qu'une femme puisse sortir de cette image-là et qu'elle puisse s'imposer dans la société, elle a droit à beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. Et c'est ce que j'ai pour elle. Alors, on va prendre une autre image. On a Delors Magellan Kamse, le président des consommateurs. Le président de la Ligue camerounaise des consommateurs. Ouais. Ah ouais, si je l'appelle affectueusement mon grand frère. Delors Magellan Kamse Kanguen, c'est un des fioles de mon feu papa. Parce que c'est lui qui l'a formé dans le monde du consumérisme. Ouais. Il l'a épaulé, il l'a accompagné jusqu'à ce qu'il a grandi et il a pu créer sa propre structure de défense des droits des consommateurs parce qu'il est, je crois, journaliste de formation.
C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et c'est quelqu'un qui me respecte aussi. C'est quelqu'un qui mène un combat fastidieux depuis de longues années pour la défense des droits et des intérêts des consommateurs. Je l'admire, j'admire son courage, j'admire sa persévérance parce qu'il faut beaucoup de persévérance dans ce domaine pour pouvoir toujours sortir la tête de l'eau. On va prendre une autre image. Le président Cabral. Le président Cabral Libi, c'est mon mentor. C'est un homme atypique, là il faut le dire. C'est celui qui m'a inspiré. Je fais mes classes chez lui en réalité. Parce que le président Cabral Libi, contrairement à certains, c'est pas un ami. C'est pas un camarade de classe. Je l'ai connu à travers les médias, avec son aura, avec sa pugnacité, avec sa pertinence, avec son élégance. J'ai voulu le rencontrer et je l'ai toujours dit, le tout premier jour que je rencontre ce monsieur, son humilité m'a frappé. Et je lui ai dit, je veux travailler, je veux cheminer avec toi. Il a vite fait de me décourager, mais puis j'ai insisté, il m'a dit ok, allons-y. C'est quelqu'un qui a une vision pour le Cameroun. C'est quelqu'un qui travaille pour le changement. C'est quelqu'un qui voudrait voir le Cameroun prospère. Alors, pour cela, nous devons... C'est pas parce que vous le direz peut-être parce que je suis militante de son parti, mais j'ai rarement vu des personnes aussi passionnées pour pouvoir transformer les conditions humaines. Oui. C'est-à-dire, généralement, on trouve des personnes qui ont, je ne veux pas dire un agenda caché, mais qui ont des calculs derrière ce qu'ils font. C'est-à-dire que je veux faire telle chose parce que après j'aurai ceci. Non, mais lui, il le fait de manière bénévole. Parce que peux vous dire que le président Cabral Libi, s'il a 80% ou 90% de ses ressources, il les injecte pour aider l'autre. Donc, pour moi, c'est une icône. Je suis privilégiée d'être sa colistière, je suis privilégiée de pouvoir être à ses côtés et je pense que je ne faillirai jamais de la confiance qu'il m'a toujours donnée pour qu'on travaille pour un Cameroun qui protège et qui libère les énergies pour que nous travaillions véritablement pour un nouveau Cameroun. Et puis, pas que nous travaillons, nous sommes en train de travailler, je ne parle pas du futur, je dis nous sommes en train de travailler pour qu'enfin cette dynamique puisse voir le jour de manière... Là, le Cabral, le président, j'espère qu'il va suivre l'émission avec toutes ces éloges. On va prendre une autre image. Charlotte Dipanda. Voilà. Alors, ce que j'aime chez Charlotte Dipanda, c'est son côté naturel. Je dois avouer que je suis pas trop accro de sa musique, mais j'aime le naturel qu'elle dégage et la passion qu'elle dégage lorsque elle est sur scène. Elle a un parcours atypique aussi. Et c'est une femme déterminée qui inspire aussi beaucoup de jeunes personnes. Et je l'admire, je l'apprécie. J'aime bien sa façon de faire. Il m'arrive de temps en temps de la suivre et partout. Oui, Charlotte Dipanda, qui est aujourd'hui en Afrique, est une icône, une voix qui porte l'Afrique même dans le monde. Tout à fait. Alors, nous allons prendre une autre image. Mori Kanté, malien, qui est déjà décédé, mais qui a quand même laissé un très grand héritage avec la Kora. Oui, bien évidemment, que généralement, c'est la particularité des artistes. Mori Kanté a bercé beaucoup de personnes. C'est vrai que Mori Kanté, je l'ai suivi
comme ça, peut-être à travers une mélodie ou deux. Oui. C'est quelqu'un qui a aussi, au niveau de sa communauté, impulsé beaucoup. Il a drainé beaucoup de jeunes à le suivre et à s'apparenter, à s'identifier à lui. C'est quelqu'un qui a laissé une trace. C'est quelqu'un qui continue à vivre à travers son art. Ce sont des personnes qu'on admire forcément et qui inspirent. Voilà, nous allons prendre une autre image. Ni John Fundi du SDF. Alors là, Ni John Fundi du SDF, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect. Je dirais même un respect assez surdimensionné. Ce sont des personnes qui ont travaillé pour le Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de démocratie au Cameroun, c'est eux qui ont impulsé cette dynamique. Si aujourd'hui, on parle de démocratie au Cameroun, c'est parce que ce monsieur a pris le courage. Et à quelle époque? Il a dit, je brise le silence et je fais une rupture. Parce qu'il sortait bien évidemment du parti au pouvoir aujourd'hui, du parti unique avant. Il a dit non, stop, je change de route parce que là-bas, ça ne me sied pas à ma vision, à mon idéologie, à ma pensée. Il a dit, je prends ce chemin. Et je peux imaginer, parce que moi, à mon niveau, ce que nous vivons, après des années que ces patriarches ont impulsé la dynamique de la démocratie. Mais moi, je dis, ce sont des icônes et je dis chapeau. Moi, lorsque je lui fais des révérences, je ne le salue pas comme ça. Je prends du temps pour le saluer parce que c'est du respect. D'accord. Et nous allons prendre la dernière image maintenant. Maître Alice Com. Maître Alice Com, c'est une combattante. C'est une femme qui défend. Je crois qu'elle est avocate. Oui. C'est une femme qui défend les causes d'un certain nombre de choses au Cameroun. Mais sauf que je vais peut-être m'exprimer sur le côté un peu pervers, parce que je pense elle défend la cause des homosexuels. LGBT. Justement. Qui n'est pas reconnu déjà au Cameroun, qui est interdit au Cameroun. Oui, qui est condamné à passible d'une peine. Et voilà. Bien évidemment. Donc, je pense que c'est un combat qu'elle mène. Mais ce combat, est-ce que, en relation avec nos mœurs africaines, et beaucoup plus, moi je suis chrétienne, hein, le christianisme nous enseigne un certain nombre d'interdits. Est-ce que cette cause a vraiment la peine d'être défendue? Pourtant, tout à côté, il y a plusieurs causes qui sont assez pertinentes, qui gagneraient d'avoir une attention. Hein. La cause de la femme battue, la cause des femmes qui n'ont pas accès à la terre, la cause... Elles sont nombreuses. On a la cause ceux qui sont en prison là, les prisonniers de politique. Je pense que le champ est assez vaste, qui gagnerait vraiment à s'y pencher. L'homosexualité, c'est quelque chose qui est réprimandé. Pourquoi insister? Puisque véritablement, moi, peut-être je vais être radical, mais véritablement, moi, ça ne nous apporte rien. Ça nous apporte tout au contraire. D'accord. Alors, on sait que vous êtes présidente du mouvement national des consommateurs. On sait que le 15 mars, il y avait justement cette célébration. Qu'avez-vous pensé de cette journée, notamment quand on sait que vous avez dit « Je ne mangerai pas du pain qui a augmenté d'1 seul franc ». Bien évidemment. Parce que lorsqu'on augmente le pain, il y a tout un canevas qui doit être respecté. On ne augmente pas le pain unilatéralement parce que le prix du pain a été fixé de manière homologuée. Donc, lorsque le prix du pain doit connaître une hausse, il faudrait donc que les acteurs
soit encore reconvoqué pour pouvoir augmenter le prix. Lorsque cela n'est pas fait, je trouve que c'est de manière arbitraire et pour moi, c'est sans objet. C'est pourquoi j'avais fait la sortie en disant je ne mangerai pas du pain qui a augmenté d'un seul franc. Parce qu'on devrait nous dire pourquoi le pain va augmenter. On devrait nous dire de combien il augmente et jusqu'à quand il va augmenter. Et on devrait même nous dire les mesures d'accompagnement que l'État peut mettre en place pour atténuer un certain nombre d'incongruités dans l'inflation des prix en cours sur nos marchés. Bien évidemment, je suis la présidente du Mouvement national des consommateurs depuis 2016. On essaye de travailler comme on peut avec le contexte législatif qui nous limite notre champ d'action. Parce que dans d'autres pays, notamment ici au niveau de la CEMAC, le cadre législatif en rapport avec les droits des consommateurs a beaucoup évolué. Mais au Cameroun, il reste stagnant, ce qui fait que ça devient un peu compliqué. Et c'est pourquoi, avec raison, les consommateurs vous diront que vous ne nous servez à rien, vous ne faites rien, parce que la loi nous limite dans un champ assez restreint pour pouvoir travailler comme il le faut. C'est pourquoi j'avais même demandé à la révision de la loi cadre portant protection des consommateurs et même à la mise en application des décrets d'application pour pouvoir permettre aux associations de défense des droits des consommateurs de pouvoir travailler. Parce que le Conseil national de la consommation qui est mis en place, il travaille juste pour multiplier les associations de défense des droits des consommateurs. Celles qui sont en place ne sont même pas encadrées. Celles qui sont en place n'ont aucun accompagnement. Celles qui sont en place évoluent en autarcie. Elle devrait plutôt, puisque c'est elle qui est l'interface entre les consommateurs et le gouvernement, travailler pour que nous puissions avoir quelque chose d'assez consistant. C'est un peu comme au Sénégal. Le Sénégal est avancé sur ces questions. Je dis même le Sénégal, je prends le Tchad. Le Tchad est avancé sur ces questions. Je prends le Gabon a avancé sur ces questions. Le Congo est avancé sur ces questions. J'échange tous les jours avec mes collègues de ces pays parce que je suis vice-présidente de l'Union africaine des consommateurs et nous avons une plateforme d'échange et ils vous disent chez nous voilà ce qu'on a fait. Au Cameroun, c'est pas ça. Bonsoir, comment comprendre que les frais de relève ne sont que sur le papier? Par exemple, un lauréat de l'ENS parcourant des milliers de kilomètres pour Limbé qui n'a que des haillons. Les frais de relève, c'est une autre. Là-bas, c'est encore une autre. C'est-à-dire, moi-même, je me souviens lorsque j'ai été affectée, mes frais de relève, je doute que j'ai touché mes frais de relève. Parce que, puisqu'il en parle même, que ça me revient. Parce qu'on m'avait demandé une paperasse qui avait dépassé mon entendement. Je suis même allée jusqu'au niveau du ministère du Transport. Je crois que c'est eux qui calculent le kilométrage et les francs. On te demande d'introduire. J'ai introduit mon dossier jusqu'à aujourd'hui. Franchement, je n'ai jamais touché à mes frais de relève. C'est toujours des incongruités. Mais je pense que lorsque on nous rappelle un certain nombre de choses, il faudrait bien qu'on questionne ces ministres en charge de ces questions pour qu'ils nous expliquent un certain nombre de choses. Donc c'est une question que je prends sur moi. Je dois investiguer là-dessus pour mieux comprendre. Là, franchement, et il me rappelle même que moi, je n'ai jamais touché mes frais de relève. D'accord. Bonsoir, madame la présentatrice, belle émission. Je suis admiratif de la facilité et la maîtrise avec lesquelles l'honorable Rolande aborde les sujets du jour. Bon courage à elle. Je confirme les dires de l'honorable Rolande au sujet du président Cabral. Mohamedou Mokhtarou depuis Marois. Certainement militant du PCR. Hein? Bonsoir. Voilà. Alors, on n'a pas beaucoup parlé d'Eneo. Alors, on sait que vous avez dit Eneo a transformé le Cameroun, le quotidien des Camerounais en enfer. Ça veut dire quoi exactement? Vous êtes abonné Eneo? Bien sûr, tous les Camerounais, je crois que c'est l'unique même alors, si vous êtes abonné Eneo et que vous pouvez me rassurer ici sur ce plateau que vous n'avez pas de problème avec Eneo, là peut-être votre question, je pourrais pas mieux répondre. Mais je dis ceci. Eneo commence à transformer les vies des Camerounais en enfer. Oui. Parce que je vous prends un exemple assez simple.
Moi, je ne voudrais pas revenir sur les délestages parce que je ne pense pas que c'est de leur compétence. Parce qu'il faut d'abord que l'offre énergétique soit assez conséquente avec les barrages qui ont été annoncés, de production, de distribution. Ça nous embrouille même à la fin. On ne sait pas qui produit, qui distribue et tout et tout. Ce n'est pas de leur compétence. C'est au gouvernement. Et je pense que la communication du ministre de la Communication en disant que bientôt, ce problème sera derrière nous. Ministre même des Mines même le ministre de la Communication, dans la communication gouvernementale, l'a fait dernièrement, je crois le 5 mars, en nous disant que c'est bon, j'ai bien résolu le problème. Bientôt, les questions d'énergie seront derrière nous. Mais moi, je prends un cas. Vous allez à Eneo, vous faites un abonnement. Vous payez pour un abonnement de 3 fils. Lorsque vous arrivez, Eneo vient vous connecter à son réseau énergétique. Il vous laisse 2-3 mois. Le 4e mois, il vous donne une facture de plus, c'est-à-dire que une facture exorbitante. Lorsque vous allez vous plaindre, ils vous disent que vous êtes en fraude. Et ils vous demandent d'introduire un moratoire, une demande de moratoire pour pouvoir payer en tranche. Et puis même, ils viennent vous suspendre l'énergie. Et lorsqu'ils viennent vous suspendre cette énergie, ils vous disent que bon, vous pouvez introduire un moratoire, vous allez payer en tranche et patati patata. Mais est-ce que vous savez qu'au Cameroun, on a des ménages qui n'arrivent pas à utiliser 2500 francs la journée, mais qui ont besoin de l'énergie. Lorsqu'on leur apporte une facture de 58 000 francs, c'est pour qu'ils fassent comment? Et on leur demande d'introduire le moratoire. Pendant ce temps, ils sont suspendus. Pour leur rétablir l'énergie, il faut payer des frais de coupure qui n'incombent pas à eux, lui, le client qui a souscrit. Parce que lorsqu'il a souscrit ses 3 fils, on est venu lui mettre 2 fils. Il n'est pas technicien à Eneo, il ne connaît pas comment ça se passe. C'est Eneo qui déclare qu'il est en fraude. En quoi est-ce qu'il est en fraude? Parce qu'on a mis 2 fils au lieu de 3 fils. Lui, vous a demandé 3 fils. On vient de dire que mais, tu as demandé 3 fils. Non, voilà 2 fils qui sont là. Mais tu tombes de nu. Une fois donc que cela est établi, et Néo va te dire que bon, ok, l'erreur est de notre côté. Voilà, c'est lui qui est l'huissier, c'est lui qui est le juge, c'est lui qui condamne. Vous n'avez même pas le recours de prendre soin d'un huissier de justice parce que c'est coûteux. Si vous ne pouvez pas utiliser 2500 francs, vous allez prendre un constat d'huissier de 15 000 francs que vous allez prendre les 15 000 francs là où. Lorsqu'ils ont donc fini de le faire, vous commencez donc à payer petit à petit. On vient donc vous rétablir. Vous devez payer 4 500 francs de frais de rétablissement. Moi, je trouve que c'est une injustice. Ouais. Là, on a lu quelque part, toujours une de vos sorties, il est plus que jamais urgent que le secteur du commerce d'énergie soit soumis à une concurrence car l'exclusivité du contrat d'Eneo qui a systématisé son arrogance devient de plus en plus impossible, insupportable et cela doit cesser. Donc, vous pensez à la concurrence déjà Bien évidemment, je ne suis même pas allée jusqu'au bout. Ils ont maintenant une méthode là, c'est le prépayé. C'est-à-dire que lorsque vous avez dit que je ne peux pas trouver ça, ils vous disent que bon, ok, d'accord, on a compris, on vous donne le compteur prépayé. Lorsqu'on vient vous donner, on ne demande pas votre avis. Et ce que je dis ce soir à tous les usagers, le compteur, c'est vous le consommateur qui demandez que je veux le prépayé. On ne vous impose pas le prépayé. J'ai plusieurs personnes qui me disent que ils sont venus nous dire que soit tu prends, soit tu laisses. On ne te rétablit pas si tu ne prends pas le prépayé. Et Néo sait que c'est une injustice. Parce que l'un des droits de conseil dans le cahier de charges, c'est que c'est le client qui souscrit à un service, à un abonnement. Et lorsque j'ai souscrit à tel abonnement, c'est cet abonnement qui doit être mis chez moi. Vous ne m'imposez pas le prépayé. Qui fait leur publicité, qui explique, qui sensibilise la population et que chaque client est libre de faire le choix du prépayé ou pas. Encore que le prépayé, c'est très bien, puisque là, vous pouvez maîtriser votre consommation. Là, vous pouvez savoir que, bon, tel mois, je consomme tel nombre, je me charge pour tel montant pour mon mois. Mais ce n'est pas qu'ils doivent imposer cela. C'est-à-dire, c'est même insultant à la limite.
Alors, c'est pourquoi j'interpelle le ministre des Mines, le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Oui. J'interpelle le gouvernement à ouvrir ce secteur, au ministre du Commerce même à ouvrir ce secteur à la concurrence. Parce qu'une fois qu'on aura 1, 2, 3 opérateurs dans le secteur de l'électricité, chacun sera libre de souscrire l'abonnement là où il veut. Si celui-là te dérange, tu laisses, tu pars ailleurs. Jusqu'à ce que tu sois satisfait. On ne peut pas être là, avoir une gêne. On dirait qu'on est dans un pays où on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas... Non. Chacun est libre de pouvoir accéder aux services qu'il veut. C'est la moindre des choses. Oui. Au Cameroun, tout ça est bafoué. Je dis, et ça, le problème, c'est la loi. Où se trouve le régulateur du secteur de l'énergie Arcel quand nos consommateurs d'énergie sont en pleurs? Merci honorable sûr de porter le combat des consommateurs. Le changement, c'est bientôt. C'est monsieur Angelo Toli. Le régulateur, il est là. Ce que peut-être beaucoup de consommateurs ne savent pas, c'est que le régulateur enregistre les plaintes. Et le régulateur a tout un département des plaintes et des contentieux. Je crois qu'il siège tous les mercredis, si je ne me trompe pas, tous les mercredis, qui est en face, c'est-à-dire les consommateurs sont en face de Eneo et le régulateur en quelque sorte comme le juge. Oui. J'ai assisté plusieurs fois aux audiences qui ont été organisées par le régulateur et il y a certains consommateurs qui ont eu gain de cause où Eneo a dû débourser des fonds pour réparer les torts qui ont été faits. Mais sauf qu'au niveau du régulateur, donc cela veut dire que les consommateurs ont des droits... Mais comment vous pouvez poser cette question? Ouais, mais les consommateurs n'ont que les droits. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'on assiste justement à ce genre d'incatades qui mettent en mal les consommateurs camerounais qui aujourd'hui se plaignent en masse? C'est l'ignorance. Ah, l'ignorance, d'accord. Ouais, c'est l'ignorance. Honorable, et moi, c'est pourquoi j'étais en train de dire que je voulais ouvrir la brèche où je dis le régulateur ne communique pas assez. Parce que si le régulateur communiquait, en disant voici ce que nous faisons. Parce que c'est un peu ça le mythe avec le gouvernement. C'est-à-dire qu'il mystifie tout. On a l'impression que quand on va arriver, on va nous rejeter. Non, c'est leur rôle de recenser toutes les plaintes et maintenant de l'imposer, d'appeler le régulateur. Ça se fait même au niveau des télécommunications, avec l'arrêté. D'appeler le régulateur, de lui dire voilà ce que tu fais. Ton cahier de charge te permet de faire ceci, mais là tu es allé à trop. Voilà. Consommateur, tu as des plaintes, tu es désabusé. Qu'est-ce que tu réclames? On repart les torts. C'est l'un des droits de... La loi actuellement le dit. La réparation des torts. Si Eneo vous a délesté ou bien vous a suspendu l'énergie et que vous avez eu des dommages dans votre ménage, vous devez réclamer la réparation des torts. D'accord. Nous avons introduit une demande d'audience auprès du directeur général de l'agence de régulation du secteur de l'électricité pour lui rappeler, parce que moi je vais le dire, peut-être qu'il nous suit aujourd'hui, pour lui rappeler le rôle qu'il a. Et maintenant pour lui rappeler que tel que nous sommes entrés, parce que moi, la particularité que nous avons, c'est que nous sommes sur le terrain. D'accord. Ce que nous recensons sur le terrain, il ne faudrait pas que le secteur d'énergie soit une aubaine pour un soulèvement populaire. Parce que les gens, les consommateurs, les populations en ont ras-le-bol. Quand c'est qu'il n'y a pas d'énergie, déjà que on suspend, c'est-à-dire qu'ils décident d'interrompre l'énergie sans toutefois vous avertir. Et maintenant, lorsqu'ils viennent avec des factures, c'est-à-dire que vous avez l'énergie sur 30 jours, vous avez l'énergie 15 jours, 17 ou 18 jours, mais la facture, elle reste intacte. Parfois même, elle va à la hausse. Donc, il faudrait bien qu'ils prennent vraiment le temps pour réguler ce secteur. Ils sont créés pour réguler. Maintenant, lorsqu'il n'y a plus de régulation, ça pose problème.
Alors, on arrive déjà au terme de cette émission. On a toujours voulu échanger avec vous et puis c'est très intéressant déjà parce qu'on a beaucoup de réactions déjà qui nous arrivent. Mais avant de partir, Roland, on sait que vous avez quand même appris les langues maternelles parce qu'il y a quelques jours, on fêtait justement la journée internationale des langues maternelles. Vous allez dire quelques mots en votre langue maternelle ou du côté du père ou de la mère, ici face à la caméra. Qu'est-ce que je dois dire? Vous vous adressez même au peuple camerounais, aux consommateurs, à vos camarades de parti, aux citoyens, je sais pas moi, à tout le monde. Ce que je veux leur dire, c'est que Meirabe, Menkal, Globe. Yom Marmenkal, Yele, Ndira, Ugwele, Nsombo Sombium Homa. Mira le uyongira le yom som ilama bana ilama ke ni mating mama ele lo ngomin ibikir me poro jam li mapubi ndira ban lo ba biwe li bondo li mapubi ina ingi ndabiyo le wenke ukabo le mgwengong ni mnkoma balo ba tuwa mnkoma ndira wante mbalo bakawole Roma ha unibo mapubi nebere banghala ndira hala mpam sebe bes nyu bon le bes wori ke rijol wasangyo obusu nyu le wanjo burba. J'espère que je... Ah, c'était bien d'entendre ça. Au moins, on sait que vous avez gardé votre identité. Merci d'être passé chez nous et puis parlez-nous de vos projets avant de partir. Oui, j'ai plusieurs projets, mais ce que je voudrais relever ici, c'est le 20 mars. Le 20 mars, c'est la journée de l'environnement. Oui, effectivement. Justement, je voudrais vraiment interpeller chacun de nous de se pencher sur ces questions et c'est pourquoi je voudrais saluer ici mon camarade Angelo Toueli qui se bat comme il peut pour pouvoir mettre sur place sa vision pour un monde, un environnement sain. Ailleurs, dans d'autres pays, c'est des questions qui se posent avec beaucoup d'acuité. Il faudrait pas que, à un moment donné, que nous soyons face à une difficulté où les solutions seront plus assez aisées. Encourageons ces actions. C'est pourquoi dimanche, nous allons nous retrouver pour célébrer la journée mondiale de l'environnement. Et le 22 mars, ça sera la journée mondiale de l'eau. Bien évidemment que même s'il n'y a pas l'eau chez nous, l'eau potable, elle est quasiment inexistante. Mais nous allons célébrer quand même cette journée. Nous allons la commémorer comme dans d'autres pays. Et bon, vous avez parlé de mes projets. Mes projets imminents, c'est la formation des femmes sur l'entrepreneuriat agricole dans ma circonscription électorale. J'avais offert 500 bourses pour accompagner les femmes, pour les former et maintenant les mettre en réseau et les accompagner pour qu'elles puissent impulser le développement dans leur localité. Parce que c'est une... c'est quelque chose que j'ai vu en Afrique de l'Ouest, vous comprenez. Dans les communautés, les femmes s'organisent, elles essayent de faire des activités génératrices de revenus et elles aiment les bénéfices de ce qu'elles ont là, elles reversent ça dans les actions sociales, notamment dans l'éducation, dans l'électrification. J'ai vu dans la commune de Ndour où des femmes ont carrément équipé tout un établissement à partir des ressources qu'elles ont pu avoir de ces projets qu'elles ont mis en place. C'est ce rêve que j'ai pour ma communauté et je voudrais, dès que j'ai fini ma session, nous allons commencer avec les formations parce qu'il faut d'abord former parce que c'est après avoir, c'est pourquoi je parlais tantôt d'éducation de mission. Il faut savoir. Et comment les femmes pourraient avoir accès à ces formations? Il suffit juste qu'elles s'inscrivent, qu'elles soient volontaires. Qu'elles s'inscriront où dans les différentes communes. Il y a des équipes qui sillonnent pour recenser ces femmes. Je crois qu'elles sont déjà... Madame le maire, l'adjoint au maire de la commune des Ekam, titillé encore dernièrement que honorable, nous n'attendons que vous. Il y a les femmes qui sont regroupées en association
qui m'interpellent tout le temps en me disant nous sommes prêtes. Elles n'attendent que moi. Les formateurs sont déjà même là. Nous allons lancer les formations dès que j'ai fini parce que je tiens à être là moi-même personnellement pour le suivi d'un certain nombre de modules qui seront dispensés. Et je pense qu'après la formation, nous allons chercher à accompagner 2 ou 3 projets phares pour que ces femmes puissent s'occuper. Et j'ai foi, j'espère plutôt que la vision que j'ai, elle puisse la partager, qu'on puisse la partager pour que nous puissions créer cette dynamique. Parce que la femme, c'est une force. Oui. La femme, c'est une force. La femme, c'est un acteur principal pour le développement. Et elle a toujours tendance à croire qu'elle est le maillon faible, mais la femme, elle est très forte. Et vous savez bien évidemment que la femme est plus courageuse que l'homme. La preuve, lorsque vous allez en brousse et que vous croisez un serpent, la personne qui panique le plus, c'est l'homme. La femme est restée sereine. Ah ben ça, peut-être vous êtes féministe, vous le dites à la télé. Non, je ne suis pas féministe. Non, loin de là. Loin de là, je ressens juste les atouts de la femme. La femme est un être spécial. Honnêtement, la femme est un être spécial. Moi, j'ai souvent eu l'occasion d'observer. Lorsque vous avancez, lorsque vous êtes avec un homme et que vous êtes face au danger, honnêtement, la personne qui se maîtrise le plus, c'est la femme. L'homme va paniquer. Il faut que l'homme ait une certaine maturité pour pouvoir se maîtriser. Mais lorsqu'il n'a pas encore atteint cette maturité, il va paniquer. La femme est quelqu'un qui a un courage. Oh, Madame le député, vous êtes en train de me dire déjà sur le courage des hommes. Hein? Non, pas du tout. C'est pas, je ne sais pas, peut-être que je ne me fais pas bien comprendre. Voilà. Mais je dis... La femme est courageuse, c'est une lionne. C'est justement la femme qui impulse justement cette idée de rassembler, d'apporter justement un plus pour changer la donne dans la société. C'est vrai, nous arrivons déjà au terme. On a peut-être passé le temps aussi. Oui, permettez-moi de... Oui, je sais que vous êtes une femme politique, Madame Rolande. Oui, allons-y. Permettez-moi d'ajouter quelque chose. Je vais vous dire que lorsque vous avez même votre conjoint ou bien votre frère, lorsqu'il a une décision importante à prendre, il a toujours tendance à aller vers qui? Soit sa mère, soit sa soeur, soit son épouse. Pourquoi? Parce que la femme, elle a la capacité de manipuler un certain nombre de choses. Elle peut vous donner le bon conseil, ou le mauvais conseil. Et vous allez estimer, vous l'homme, que c'est le meilleur conseil qu'elle vous donne. Parce que lorsque votre maman va vous conseiller, vous allez estimer que ce qu'elle dit est cohérent. Lorsque votre épouse va vous conseiller, votre soeur. Et dans notre société, généralement, quand un homme devait épouser une femme, c'est sa soeur qui est son aînée qui devait lui donner, je ne veux pas dire l'autorisation, mais qui devait lui donner le OK. En lui disant, cette femme, elle est la bonne pour toi. C'est sa mère qui devait lui dire le OK. OK, cette femme, elle est la bonne pour toi. Parce que l'homme ne prendra jamais une décision seul. L'homme, pour prendre une décision, se réfère toujours à quelqu'un. Mais la femme, quand elle prend une décision, elle se réfère à qui? Elle la prend et elle l'applique. Donc, c'est pourquoi. Et puis même, plus loin, lorsque vous regardez dans les familles monoparentales, une femme, elle a la capacité d'élever ses enfants toute seule. Mais il y a de plus en plus de femmes qui élèvent leurs enfants toutes seules. Hein? Plus, justement. Et l'homme, c'est difficile. Il va toujours se faire aider. C'est dans ce contexte que je dis, la femme, c'est un vecteur. Elle a un atout. C'est-à-dire, c'est naturel pour elle de pouvoir développer. C'est-à-dire, le développement est ancré en elle. Tout ce qu'elle devrait, c'est qu'elle doit intégrer cet atout-là pour pouvoir le valoriser. Merci, honorable, d'être passé chez nous. On espère qu'avec le PCRN, on aura cette union qui est avec l'union qui s'est formée avec le Parlement, l'Union pour le changement. On aura justement cette union et puis on pourra assister à un changement quand même assez crédible. L'union est déjà mise en place. L'union ne dépend pas de nous. L'union dépend de ceux qui veulent ternir ce que nous avons commencé, notamment le parti au pouvoir, parce qu'en réalité, nous sommes déjà unis et nous demandons juste que notre groupe parlementaire soit reconnu au sein de l'Assemblée nationale en conformité avec le règlement intérieur. Parce que le règlement intérieur, l'article 17, l'article 20 et l'article 22 nous donnent cette
opportunité et nous avons saisi cette opportunité pour avoir ce groupe parlementaire pour le changement et nous continuerons. Nous vous souhaitons donc beaucoup de chance et puis beaucoup d'avancées dans justement cette proposition. Alors merci d'être passé chez nous, merci de nous avoir suivis, ça a été un échange quand même assez fructueux. On espère que tous les téléspectateurs ont pu être éclairés, notamment concernant INEO et concernant les actions des consommateurs. Sans plus tarder, on va vous laisser pour la suite des programmes d'Info Télévision. Soyez toujours des nôtres, soyez scotchés. On se dit à vendredi prochain. On dit merci à Ben Valls, le réalisateur. On dit à la supervision générale de Denenveng, merci beaucoup de toujours nous suivre et de toujours nous accompagner dans cette perspective de pouvoir éclairer la jeunesse et les consommateurs camerounais. Sans plus tarder, passez un bon week-end, un bon début week-end. Soyez sages et on se dit à vendredi prochain et surtout restez scotchés sur Info Télévision.